Minute Statut, le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne. Bonjour et bienvenue à tous dans Minute Statut, le hors-série. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la thématique de la déontologie dans la fonction publique territoriale. Quel est le cadre juridique de la déontologie? Qui en sont les principaux acteurs? Et quels sont les outils qui peuvent être déployés par les employeurs publics pour sensibiliser les agents à leurs obligations déontologiques? Ces questions, nous allons les aborder avec nos trois invités du jour. Anaïta Dolatabadi. Bonjour. Frédéric Espinas. Bonjour. Et Aurélien Terola. Bonjour. Minute Statut, le hors-série, c'est parti. Je m'adresse d'abord à vous, Frédéric Espinas. Vous êtes responsable de la direction en charge de la diffusion statutaire, de la documentation et du conseil juridique interne au CIG Petite Couronne. Pour délimiter notre sujet du jour, pourriez-vous nous préciser quelle définition donner à la notion de déontologie dans la fonction publique ? Alors, si l'on retient la définition la plus courante, la déontologie correspond à l'ensemble des règles ou des devoirs régissant l'activité des membres d'une profession. Le mot déontologie est issu d'une racine grecque qui signifie ce qu'il convient de faire, ce que l'on doit faire. Sans approfondir, on soulignera que la notion de déontologie est donc en étroite relation avec des notions voisines de morale ou d'éthique. La spécificité de la déontologie applicable au personnel de la fonction publique réside dans son objectif premier, qui est de garantir que l'activité des agents publics s'exerce bien au seul profit de l'intérêt général et du service public dont ils doivent assurer le bon fonctionnement. La déontologie vise aussi à ce titre la protection des usagers du service public et finalement la préservation de la confiance des citoyens à l'égard des institutions publiques. La déontologie dans la fonction publique, comme dans d'autres secteurs professionnels, se traduit avant tout par la fixation de principes et de règles à respecter, autrement dit de certaines obligations. Ensuite, pour garantir l'effectivité de ce respect, elle combine des dispositifs de prévention, de contrôle et de sanction. Des dérogations et des atténuations de certaines obligations sont aussi prévues par la loi et la jurisprudence dans certaines circonstances précises. Pour comprendre et respecter ces obligations déontologiques, vers qui l'agent public peut-il se tourner ? Le premier acteur de la déontologie est l'agent public lui-même. Les obligations déontologiques s'imposent à lui et la loi le rend responsable de l'exécution de ses tâches, quel que soit son niveau hiérarchique. Il est par ailleurs passible de poursuites disciplinaires et pénales à raison des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions. Le mécanisme de prévention des conflits d'intérêts illustre particulièrement bien ce point en faisant de l'agent public le premier acteur pour mettre fin aux conflits d'intérêts auxquels il serait exposé. Un autre acteur de la déontologie est le chef de service. Selon la loi, il doit veiller au respect des principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité. Cette notion de chef de service doit être comprise pour la fonction publique territoriale comme visant l'ensemble des supérieurs hiérarchiques de l'agent jusqu'à l'autorité territoriale elle-même. Un autre acteur essentiel prévu par la loi est bien sûr le référent déontologue ainsi que le référent laïcité. Je m'adresse maintenant à vous, Aurélien Terola. Vous êtes référent déontologue et laïcité du CIG Petite Couronne. Frédéric a évoqué votre rôle essentiel en matière de déontologie. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors oui, en tant que référent déontologue du CIG Petite Couronne, j'assure ce rôle pour les agents qui travaillent au CIG, mais aussi pour l'ensemble des agents des collectivités et établissements affiliés à ce dernier, soit à ce jour l'ensemble des agents publics territoriaux de la Petite Couronne. Comme l'a évoqué Frédéric, le référent déontologue dispose d'un rôle essentiel dans la diffusion d'une culture déontologique au sein de l'administration. Il conseille les agents, en toute confidentialité, afin de leur permettre de comprendre et donc de respecter leurs propres obligations déontologiques. La garantie de ce caractère strictement confidentiel est primordiale, car elle permet à l'agent d'oser poser ses questions ou faire part de ses difficultés. Plutôt qu'une situation s'enlise, par peur tout simplement d'en parler, le référent déontologue est un premier interlocuteur idéal pour aider à régler, voire simplement désamorcer certaines situations. Vous évoquez, Frédéric, les obligations des agents publics en matière de déontologie. Pouvez-vous nous les présenter ? La loi énumère une série de principes et d'obligations s'imposant à l'ensemble des agents publics. Il convient de se référer sur ce point aux articles L121.2 et suivants du Code général de la fonction publique. Ces obligations ont été renforcées et complétées par une importante loi du 20 avril 2016, dite loi déontologie.
Plusieurs d'entre elles sont la déclinaison au niveau des agents publics d'un principe plus général de niveau constitutionnel, celui d'égalité des usagers devant le service public. Ce principe est en lui-même une déclinaison du principe d'égalité des citoyens devant la loi, figurant dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il en est ainsi de l'impartialité et de la neutralité dont doivent faire preuve les agents publics dans l'exercice de leurs fonctions. Dans ce cadre, la loi insiste notamment sur l'obligation de respecter le principe de laïcité. On peut aussi rapprocher de ces principes l'obligation de réserve qui ne figure pas dans la loi, mais qui est depuis longtemps consacrée par la jurisprudence administrative. Comme n'importe quel citoyen, l'agent public bénéficie des libertés d'opinion et d'expression. Toutefois, l'obligation de réserve lui impose de ne pas dépasser certaines limites dans l'expression de ses opinions. D'autres obligations expriment une exigence d'exemplarité et de désintéressement. L'activité de l'agent public doit ainsi être tournée vers la seule satisfaction de l'intérêt général. Peuvent être rattachées à cet impératif l'obligation d'exercer ses fonctions avec dignité, intégrité et probité, ainsi que l'obligation de consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches confiées, assortie notamment de l'interdiction des cumuls d'activités. On rappellera aussi l'interdiction d'exercer une activité privée lucrative à titre professionnel. Le statut de la fonction publique consacre aussi d'importants développements à la prévention des conflits d'intérêts. D'autres obligations imposées aux agents publics visent la protection de la confidentialité des informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur mission. Il s'agit du respect du secret professionnel et de l'obligation de discrétion professionnelle. Il est intéressant de noter que ces obligations doivent dans certains cas se combiner avec une autre obligation en sens contraire, celle qui impose à l'agent public de satisfaire aux demandes d'information du public. On rappellera aussi l'obligation peut-être la plus classique, celle d'obéissance hiérarchique, qui impose à l'agent public de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique avec comme objectif l'efficacité d'action de l'administration publique. Je rappellerai enfin une dernière obligation, celle imposant à l'agent public de dénoncer au procureur de la République tout crime ou délit dont il aurait connaissance dans ses fonctions. Cette obligation ancienne prévue dans le Code de procédure pénale est désormais mentionnée aussi dans le statut de la fonction publique. Cette réaffirmation est à rapprocher d'autres dispositifs récents ayant pour objectif de favoriser le signalement par les agents publics de faits ou comportements répréhensibles ou menaçant l'intérêt général. Je pense à la procédure d'alerte éthique prévue par la loi du 9 décembre 2016, dite loi Sapin 2, ainsi qu'au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste créé par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Merci Frédéric pour ces précisions. Aurélien, y a-t-il des sujets récurrents sur lesquels s'interrogent les agents ou pour lesquels ils requièrent plus facilement vos conseils ? Alors oui, la plupart des sollicitations que je reçois concernent la réglementation sur le cumul d'activités et la crainte des conflits d'intérêts. Puis-je exercer cette activité en parallèle de mes fonctions publiques ? Dans quel cadre ? Y a-t-il des réserves particulières ? Sous quelle forme juridique exercer cette activité ? Y a-t-il un risque de conflit d'intérêts ? La plupart des agents qui me saisissent sur ce thème sont conscients des risques et donc demandeurs d'un accompagnement pour s'en prémunir. J'ai donc la charge d'expliciter aux agents cette réglementation qui, comme souvent, ne brille pas par son accessibilité. Un exemple typique, c'est celui de l'agent qui souhaite créer sa micro-entreprise dans un des domaines listés à l'article 11 du décret du 30 janvier 2020. Par exemple, une activité de consultation ou une activité de formation. En principe, il est formellement interdit aux agents publics exerçant leur mission à temps plein sur un emploi à temps complet de créer ou reprendre une entreprise. Sachant cela, l'agent pourrait donc abandonner son projet simplement car il ne souhaite pas exercer ses fonctions à temps partiel. Et pourtant, l'activité qu'il envisage d'exercer en l'espèce rend la création de la micro-entreprise compatible avec un temps plein. Ainsi, en prenant conseil auprès du référent déontologue, en amont de sa direction des ressources humaines, l'agent est mieux informé de ses droits et obligations et peut préparer sa demande en conséquence. Attention par contre, il est important de rappeler que mon rôle vis-à-vis des agents demeure du conseil, mais ne se substitue en aucun cas au pouvoir d'appréciation et de décision de l'autorité territoriale dont dépend l'agent. Mais justement, les employeurs territoriaux peuvent tout de même eux aussi vous saisir, mais dans certains cas bien précis. Tout à fait. Si le rôle du référent est historiquement tourné vers les agents, les autorités territoriales peuvent me saisir, préalablement, le cas échéant, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans 3 cas bien précis, expressément prévus par le Code général de la fonction publique.
Elles peuvent en effet me saisir lorsqu'elles éprouvent un doute sérieux, et non un simple doute, quant à la compatibilité des fonctions d'un agent avec soit premièrement les activités privées lucratives qu'il a exercées au cours des 3 années précédant son recrutement, pour les emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifie, soit deuxièmement avec les activités qu'il entend exercer au cours des 3 années suivant son départ vers le privé, y compris temporaire, par exemple dans le cadre d'une disponibilité, soit enfin avec un projet de création ou de reprise d'entreprise dans le cadre d'une demande de temps partiel. Mais le CIG propose quand même un accompagnement des affiliés en la matière au travers d'un autre intermédiaire. Alors, effectivement, en dehors des 3 hypothèses présentées à l'instant par Aurélien, les collectivités et établissements peuvent faire appel au CIG pour les assister dans leur pouvoir d'appréciation en saisissant la direction du conseil et de l'expertise statutaire. Il s'agit d'une prestation différente proposée par le CIG liée à sa mission d'assistance juridique et statutaire prévue par la loi pour les collectivités et établissements affiliés. Nous parlons beaucoup de cumul d'activités et de situations de conflit d'intérêts. Mais les obligations déontologiques sont bien plus larges que ça. Aurélien, êtes-vous aussi sollicité sur d'autres de ces aspects ? Bien sûr. Comme je l'évoquais, le référent peut être sollicité par les agents concernant l'ensemble de leurs obligations déontologiques. Je suis beaucoup saisi au sujet du devoir d'obéissance hiérarchique, par exemple, lorsque l'agent estime que l'ordre donné outrepasse ses attributions. C'est l'occasion d'ailleurs de rappeler qu'un agent ne peut refuser d'appliquer un ordre que s'il est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Dans le cas contraire et en dehors de cas spécifiques liés au statut particulier ou à l'exercice du droit de retrait, il convient d'appliquer cet ordre, quitte à le contester ultérieurement par d'autres moyens. Par ailleurs, le devoir de réserve ainsi que la discrétion ou le secret professionnel sont également des sujets sur lesquels je suis régulièrement interrogé. Et enfin, et dans un objectif de diffusion de la culture déontologique dans les collectivités et les établissements publics, j'accompagne les affiliés qui le souhaitent dans la conception d'outils, comme par exemple une charte déontologique, ou en participant à des actions de sensibilisation des agents sur le sujet. Merci Aurélien pour ces précisions sur vos missions. Je m'adresse maintenant à vous, Anaïta Dolatabadi. Vous êtes secrétaire générale à l'établissement public territorial Grand Paris Sud-Est Avenir, membre de la direction générale. Vous avez sous votre supervision les directions des affaires juridiques, assemblée et patrimoine, relations appui au territoire, expertise et évaluation, ainsi que la mission déontologie et enquête administrative, dont le rôle nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui. À ce sujet, pouvez-vous nous éclairer sur la démarche mise en place par votre établissement en matière de déontologie ? Grand Paris Sud-Est Avenir, GPSEA, est une jeune collectivité, plus particulièrement un établissement public territorial créé en 2016 avec la métropole du Grand Paris. La déontologie des agents est un domaine dont GPSEA s'est rapidement saisi, et ce notamment à la faveur de la loi du 20 avril 2016. Ainsi, dès 2018, en suite d'une phase de concertation, un guide de déontologie a été élaboré par la direction des affaires juridiques en lien avec la direction des ressources humaines. Ce guide a été souhaité comme un marqueur fort de cohésion pour des agents issus de 3 intercommunalités différentes. Il rappelle aux agents les obligations attachées à leur qualité de fonctionnaire et d'agent du service public. Il propose différents focus sur des thématiques particulières telles que la laïcité, l'utilisation des moyens de la collectivité, le cumul d'activités ou encore le contrôle déontologique. Il a été actualisé depuis, en 2023, pour tenir compte des dernières évolutions législatives et réglementaires. Fort de ce guide, la volonté de la collectivité a été d'insuffler une culture déontologique à travers des actions et outils spécifiques. La désignation d'un référent déontologue des agents dès mai 2018, collaborateur du CIG Petite Couronne, dont le portrait et une interview ont été diffusés sur l'intranet des agents, un registre des cadeaux au sein duquel chaque direction a l'obligation de déclarer les cadeaux reçus de la part d'acteurs publics ou privés et l'usage qu'il en a été fait. Une doctrine interne a été établie à ce sujet selon laquelle seuls les cadeaux de faible valeur peuvent être acceptés et doivent être partagés au sein du service. Des actions de sensibilisation et de formation ont été menées en 2019 à l'adresse notamment des managers. Enfin, la mission déontologie et enquête administrative a été créée pour faire face aux enjeux croissants et à la multiplication des dispositifs de signalement des actes de violence, de discrimination, d'harcèlement et d'agissement sexiste, dispositifs alerte éthique, pour ne citer que.
Cette mission participe activement à ces différents dispositifs avec la direction des ressources humaines et la direction des affaires juridiques. Elle prodigue des conseils à l'autorité hiérarchique et notamment à la direction des ressources humaines. Elle est donc en lien étroit avec le référent déontologue de GPSEA. Elle joue le rôle d'interface. La démarche de diffusion de la culture déontologique de GPSEA a été présentée en début d'année à un webinaire organisé par le CIG Petite Couronne. Cette rencontre était dédiée aux échanges de pratiques entre collectivités. Pourriez-vous nous en dire plus sur les actions de sensibilisation menées par votre établissement auprès des agents ? Les dernières ont eu lieu au printemps dernier et en septembre. Elles ont été dispensées par la mission déontologie et enquête administrative et la direction des ressources humaines. Les actions de formation se sont déroulées sous forme d'ateliers. L'inscription à ces ateliers était volontaire. Ils ont regroupé des profils métiers très différents, agents de la propreté urbaine, médiathécaires, professeurs de musique, chargés de mission du service politique de la ville, urbanisme. Plusieurs groupes ont été constitués pour réfléchir sur de mini-cas pratiques. Refus d'un agent de participer à une réunion, participation à un jeu télévisé pendant un arrêt maladie, ou encore exercice d'une activité privée sans déclaration préalable. L'ensemble de ces sujets suscite un vrai intérêt auprès des agents. Ils concernent des problématiques rencontrées dans leur quotidien. Cet intérêt s'est avéré également à l'occasion de l'animation de l'atelier organisé en septembre au séminaire des conservatoires de GPSEA. Séminaire axé sur le cumul d'activités et d'emplois publics. C'est un sujet complexe qui concerne de nombreux professionnels de la musique, souvent à temps non complet dans ces équipements d'enseignement musical. Ces agents sont éloignés du siège, du centre de prise de décision et ne connaissent pas nécessairement les règles qui leur sont applicables. Ce type de format de travail permet un vrai échange. Cet atelier a été particulièrement apprécié des agents, mais également des animateurs qui ont pu se confronter au terrain. C'est une démarche gratifiante. Pour conclure, envisagez-vous de mener d'autres actions pour sensibiliser les agents de votre établissement à leurs obligations déontologiques ? GPSEA envisage en effet de poursuivre les actions de sensibilisation et d'ouvrir d'autres chantiers. La réalisation de courtes vidéos thématiques, la mise en place de déjeuners ou petits déjeuners déontologiques et la réalisation d'une cartographie des risques d'atteinte à la probité. La démarche a été initiée en octobre 2022 par une formation des directions sur la cartographie des risques d'atteinte à la probité, corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêt, etc. Cette cartographie s'inscrit dans le cadre des recommandations de l'Agence française anticorruption. Il s'agit d'un chantier important qui nécessitera de mobiliser fortement les directions. La dernière actualité en date est la désignation d'un référent déontologue des élus mutualisé avec 14 des 16 communes de GPSEA. Dispositif rendu obligatoire depuis le 1er juin 2023. Enfin, dans le cadre de la journée laïcité, nous envisageons de faire intervenir le référent laïcité du CIG Petite Couronne à l'occasion d'un comité de direction qui réunit les membres de la direction générale et l'ensemble des directeurs-directrices de GPSEA pour échanger sur son rôle et les obligations des agents et du service public en matière de laïcité. D'autres formats d'intervention sont également à l'étude afin de mieux faire connaître le référent déontologue des agents. Un grand merci à vous trois d'avoir participé à cet échange très instructif sur la thématique de la déontologie. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les documents et liens utiles que vous trouverez sous ce podcast ou pour les abonnés au CIG Petite Couronne en passant par notre site internet Espace Abonnés. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Minute Statut, le Zoom, qui portera sur la mutation. Minute Statut, le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne.